Athènes et Rome sont côte à côte les parents de la civilisation occidentale. Voilà comment l'historien britannique John Clark Stobart débute son dernier ouvrage en 1912. Il n'invente pas cette idée. Derrière lui, une longue succession d'intellectuels ont peu à peu inventé le concept de civilisation et cherché l'origine de la leur, la civilisation occidentale, terme pratique pour relier les anciennes colonies et l'Europe. Cette origine, ils l'ont d'abord trouvée en Grèce, qui s'identifie comme la mère de la démocratie, de la philosophie et de la pensée en général, puis à Rome, mère de la langue, de la loi et des institutions, et enfin dans la Renaissance, qui a pour eux permis à l'Europe de se réapproprier toutes ces idées antiques. Mais cette vision peut aujourd'hui sembler particulièrement pauvre. Il y a quelque chose avant Rome. Les Grecs et les Romains eux-mêmes cherchaient l'origine de leur civilisation ailleurs, chez des ancêtres glorieux. Il y a quelque chose après Rome. Bien sûr qu'on ne redécouvre rien comme par magie à la Renaissance. Comme l'écrit l'historienne Josephine Quinn dans sa nouvelle histoire des mondes anciens, 30 années d'enseignement et de recherche m'ont convaincu qu'un récit uniquement centré sur la Grèce et Rome appauvrissait notre vision du passé et la compréhension de notre propre monde. L'histoire réelle de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Occident est bien plus vaste et intéressante. Alors, et si on oubliait cette caricature et qu'on retournait ensemble 4000 ans dans le passé pour explorer vraiment l'histoire et les origines de notre monde ? Cet épisode est réalisé en collaboration avec NordVPN. Vous avez accès à une réduction exclusive en passant par le lien en description et financé grâce à votre soutien sur Ulule. Nous sommes à Byblos, 2000 ans avant notre ère. Un grand port accueille une foule de marins polyglottes qui discutent autour d'une jarre de vin locale. L'un d'entre eux revient d'un voyage le long du Nil, qui l'avait amené jusqu'à Kerma, la capitale du royaume de Kouch, d'où il avait traversé le Sahara pour atteindre la mer Rouge, puis la Corne d'Afrique à la recherche d'ivoire, d'ébène, d'encens et d'or. Un autre avait quitté Byblos à Dodane pour rejoindre la Mésopotamie, traversant montagnes et plaines jusqu'à atteindre le Tigre, où il avait rencontré des hommes venus du nord, prêts à lui vendre des chevaux et de la fourrure. L'un de ses collègues, après avoir atteint l'Euphrate, avait quant à lui préféré naviguer celui-ci jusqu'à la grande cité d'Our, où l'on débarque les marchandises venues d'Inde et d'Arabie. Le monde semble déjà interconnecté. Les mers et les montagnes sont autant d'obstacles que les hommes ont appris à apprivoiser. Rien n'arrête plus les échanges culturels, technologiques et commerciaux. Mais tout ça n'est pas qu'une histoire levantine. C'est dans le croissant fertile que les hommes adoptent l'agriculture sédentaire. Ils sélectionnent les meilleures plantes pour pouvoir produire de la farine et domestiquent les animaux qui les entourent. Les loups deviennent des chiens, les aurochs des vaches, les sangliers des cochons et les moutons deviennent dociles. Chaque région domestique des plantes et des bêtes différentes. C'est par le commerce et le dialogue que chaque espèce se diffuse. On apprend de l'autre comment semer, cultiver, prendre soin des animaux et les cuisiner. Tout ça permet une large croissance démographique. Bientôt, on produit suffisamment de grains pour permettre à une partie de la population de se concentrer sur l'artisanat, la religion ou l'administration. Au 5e millénaire avant notre ère, naissent les premières villes en Mésopotamie. La cité d'Uruk sur l'Euphrate loge plus de 20 000 personnes qui construisent des canaux et des temples. Les soucis administratifs poussent ceux-ci à inventer l'écriture et le premier système de poids et de mesure. On assiste au même phénomène sur les riches rives du Nil plus à l'ouest, où des villes sortent bientôt du sol. Elles seront regroupées dans un seul grand empire dès le 3e millénaire. Mais tout ça n'apparaît pas spontanément localement. Mésopotamiens et Égyptiens ont besoin du reste du monde pour élever leur cité. Le bois, les pierres et les métaux viennent souvent de loin. Le bronze, invention toute récente, requiert du cuivre et de l'étain que l'on ne produit pas dans le croissant fertile. Ceux-ci doivent être importés des montagnes d'Iran ou par la mer. Ce commerce lui-même n'est rendu possible que grâce à des innovations venues d'ailleurs. La roue et l'essieu sont inventés dans les steppes du nord vers 3500 avant notre ère. Les nomades de ces régions en ont besoin pour se déplacer sur de longues distances. L'âne, quant à lui, véritable rouage du commerce terrestre pour les millénaires à venir, est domestiqué par les éleveurs de la Corne d'Afrique avant d'atteindre l'Égypte vers l'an 3000, où il ne tarde pas à être vénéré. C'est également à l'est de l'Afrique, dans le pays de Kouch, qu'on invente les premiers navires à voile pour naviguer sur le Nil. Il faut encore attendre plusieurs siècles avant que les Égyptiens n'améliorent ces embarcations pour pouvoir naviguer le long des côtes de la Méditerranée jusqu'au Levant, où ils atteignent généralement Byblos, centre de production du bois de cèdre dont dépend l'Égypte. Bientôt, les Levantins se mettent à construire leurs propres bateaux, plus robustes, capables de naviguer sur de longues distances vers l'ouest. Pour la première fois de l'histoire, les contacts à travers la Méditerranée deviennent constants. Nous embarquons maintenant dans l'un de ces navires. Alors que le port s'éloigne à l'horizon, le marchand qui dirige l'expédition nous en apprend plus sur notre destination, la Crète.
Là-bas, nous dit-il, les habitants ont pris l'habitude de construire de vastes palais richement décorés où la population peut se regrouper en nombre pour commercer et échanger. Il nous promet de nous amener visiter les murs de Knossos et ses belles mosaïques. C'est sur cette île qu'on retrouve les premières représentations de voiliers à l'ouest du Levant. Là-bas, notre marchand compte échanger de l'étain, de l'ivoire et des œufs d'autruche contre de la poterie crétoise, de l'argent et du cuivre produits sur les pourtours de la mer Égée. Les Crétois profitent bien de ce commerce qui leur avait apporté la navigation à voile et l'écriture. Ils raffolent bien sûr des objets luxueux venus de l'Est. D'ailleurs, ils participent eux-mêmes à ce commerce. Des Crétois s'installent entre autres dans la cité d'Ougarit, au nord du Levant. Là, ils découvrent un art moins abstrait que le leur. Ils y apprennent à représenter des hommes, des animaux et des dieux sur de belles fresques. Une invention levantine en plein essor. L'archéologue Arthur John Evans, qui fouille le palais de Knossos en 1900, écrit 21 ans plus tard que cette île, relativement petite, aujourd'hui laissée de côté par toutes les grandes voies commerciales de la Méditerranée, fut à la fois le point de départ et la première étape de la route qu'emprunta la civilisation européenne. Evans se trompe. S'il cherchait les racines de la littérature, de la science, du dynamisme commercial, de l'état de droit et de la démocratie, il aurait mieux fait de regarder du côté d'Our, en Mésopotamie. C'est le roi de celle-ci qui édicte le premier code de loi connu vers 2100 avant notre ère. C'est ici aussi que se développe un premier âge d'or de la littérature sous les stylets des poètes sumériens. L'écriture cunéiforme permet de retranscrire à l'écrit poèmes, mythes, chants et éloges. Les registres et les lettres retrouvées à Karoum-Kanesh, la plus grande colonie commerciale assyrienne de l'époque, nous apprennent que les marchands d'Assour avaient, à cette époque, mis sur pied des sociétés par action pour financer leurs activités. La colonie était dotée d'un roi au pouvoir limité, qu'on appelle parfois simplement administrateur. Mais le gros du pouvoir était entre les mains d'un conseil des anciens et d'une large assemblée électorale. Le magistrat en chef était désigné par tirage au sort et donnait son nom à l'année en cours, comme on le fera bien plus tard dans de nombreuses cités grecques. Partout dans le croissant fertile, des assemblées gagnent le pouvoir de s'opposer, voire de déposer leur roi. D'ailleurs, certaines cités comme Émar sur les bords de l'Euphrate n'en ont même pas. Au même moment, les Babyloniens développent un intérêt tout particulier pour les sciences et les mathématiques. Ils inventent le théorème de Pythagore près d'un millénaire avant la naissance de Pythagore et basent leur méthode de calcul sur le nombre 60, méthode encore utilisée aujourd'hui pour compter les degrés d'un cercle ou le temps. 60 secondes forment 1 heure. Nous quittons maintenant notre ami de Byblos pour embarquer dans un autre navire, crétois cette fois. Alors que le palais de Knossos disparaît à l'horizon, nous prenons une nouvelle fois la direction de l'ouest. Après quelques jours de navigation, nous arrivons finalement à la cité de Tirynthe, où nous débarquons. Mais ce n'est pas l'objectif de notre voyage. Après nous être procuré des ânes, nous prenons la route du nord pour traverser les montagnes du Péloponnèse et atteindre l'isthme de Corinthe, où le marchand qui nous accompagne espère pouvoir se fournir en argent à moindre coût, qu'il pourra ensuite revendre avec plus-value aux commerçants de Byblos. Mais sur le chemin, nous devons faire halte à la petite ville de Mycène qui, juchée sur le haut de sa montagne, contrôle le passage entre Tirynthe et Corinthe. Bien sûr, il nous faut abandonner ici quelques marchandises pour obtenir le droit de passage. Là, nous croisons des marchands venus du nord qui s'adressent à nous avec un fort accent et qui traînent avec eux une belle quantité de cuivre et d'or. Notre marchand crétois ne le sait pas, mais ses interlocuteurs viennent des montagnes des Carpates, loin au nord, où la production minière a explosé ces derniers siècles. Comme en Crète ou en Grèce continentale, les gens s'y sont organisés autour d'importants sites fortifiés. Leur propre réseau commercial ne se limitait pas à la Grèce. Ils avaient depuis longtemps établi des contacts importants avec les hommes venus de la steppe, tandis que les voies fluviales permettaient de remonter loin au nord jusqu'à atteindre le Danemark. Alors qu'à l'est, la mer leur permettait d'atteindre l'ouest anatolien, où leurs marchandises trouvaient facilement des acheteurs dans la grande cité de Troie. C'est au contact de ces hommes venus des Carpates que les Mycéniens et les Crétois découvrent l'usage du char à roues tiré par des chevaux, un beau véhicule d'apparat. Notre ami n'est pas seul, d'autres marchands crétois prennent la route de l'isthme de Corinthe, mais pour y rembarquer leur cargaison, et de là naviguer jusqu'en Italie, où ils trouveront sans mal un débouché pour leur poterie et pourront se fournir en alun et en cuivre des Alpes. La route pouvait continuer plus haut jusqu'à atteindre la Grande-Bretagne et la Scandinavie, et c'est probablement en suivant celle-ci, passant de main en main, que des perles d'ambre de la Baltique avaient atteint Mycène, où on les a retrouvées dans les riches tombes de l'époque. Bien qu'elle soit devenue une plaque tournante du commerce méditerranéen, la Crète reste, comme Mycène ou les Carpates, à la périphérie du monde d'alors. Son centre, c'est toujours et encore le croissant fertile et les grands empires qui l'hébergent. En ce XIVe siècle avant notre ère, les souverains de ces différents empires entretiennent un vaste système de correspondance. Ils s'envoient continuellement des lettres.
On le sait parce qu'on a la chance d'avoir découvert dans la cité d'Armana les restes du bureau de la correspondance du pharaon, où une quarantaine de lettres écrites en akkadien, la langue diplomatique de l'époque, avaient été archivées. Si vous voulez éviter qu'on espionne vos conversations comme on le fait avec celles du pharaon, vous devriez peut-être penser à NordVPN pour chiffrer toutes vos données de navigation, limiter le suivi en ligne, et ainsi renforcer votre confidentialité. D'autant qu'il ne sauvegarde pas vos données, donc aucun risque de fuite de ce côté. Et tout le monde peut pas en dire autant vu le nombre de fuites qu'ont connu les services de l'État l'année dernière. Bref, les membres de ce groupe fermé réservé aux grands souverains s'appellent mutuellement frères et grands rois. Ils regroupent le pharaon, bien sûr, mais aussi le roi d'Alachia, c'est-à-dire Chypre, le roi hittite, qui règne sur un empire s'étendant de l'Anatolie jusqu'au Levant, le roi de Mitanni, au nord de la Mésopotamie, et le roi de Babylone. Chaque lettre commence par une formule de politesse où l'on souhaite que tout se passe bien pour son homologue, sa famille et ses biens. Et chaque lettre est accompagnée de cadeaux, soigneusement énumérés, comme de l'or d'Égypte, du cuivre d'Alachia, des chevaux de Babylonie, des chars d'Assyrie, des esclaves de Mitanni, ou des experts en telle ou telle matière, comme des architectes. La plupart des lettres concernent des plaintes. Tel roi se plaint que son homologue ne lui ait pas envoyé de cadeaux ou n'ait pas répondu à son invitation. Comme ce sont les archives du pharaon, beaucoup de ces lettres se plaignent de la radinerie de celui-ci, qu'il n'envoie pas suffisamment d'or avec ses lettres. Dans l'une d'entre elles, le roi de Mitanni se plaint à la mère du pharaon que celui-ci lui envoyait des statues plaquées or, plutôt qu'en or massif. Un jour, le pharaon reçoit une lettre du roi d'Assour, et quelque temps plus tard, une autre du roi de Babylone, qui lui demande d'ignorer la demande de ce dernier, censé être son vassal, et en profite, au passage, pour demander de l'or pour achever la construction de son nouveau temple. Les rois s'invitent entre eux à des fêtes et à des inaugurations, ou se plaignent de ne pas y être invités. Tout ça illustre à quel point le monde était interconnecté. On est loin de ce qu'on imagine quand on parle des différentes civilisations de l'époque. Ce serait une erreur de tracer des frontières imaginaires dans ce monde. Les peuples y échangent constamment, partagent beaucoup de choses tout en étant chacun unique. C'est un enchevêtrement de cultures poreuses les unes avec les autres. C'est là qu'on voit que le concept de civilisation a du mal à représenter les réalités de l'époque. Finalement, ce n'est qu'au XIIIe siècle avant notre ère qu'un roi de Grèce continentale, peut-être celui de Mycène, entre dans la communauté des frères et entretient une correspondance avec le roi hittite, qu'il appelle son frère le grand roi d'Aïava. Cette correspondance ne dure pas bien longtemps avant que la Grèce ne soit à nouveau reléguée à un rôle périphérique, quelques décennies tout au plus. Mais parfois, de grandes choses se font aussi dans les royaumes secondaires. Le Levant accueille à la même époque une mosaïque de petits royaumes vassaux des grands rois, souvent des ports commerciaux dynamiques. Ces petits royaumes périphériques, loin du conservatisme des grands empires, sont bien plus à même de produire des innovations. Ainsi, c'est dans la très riche cité d'Ougarit, au nord du Levant, véritable carrefour commercial qui accueille des marchands venus du monde entier, qu'un État développe pour la première fois son propre alphabet. Les fonctionnaires et les scribes du royaume s'attellent à mettre sur pied un alphabet standardisé, à même d'indiquer à la fois des consonnes et des voyelles, pour un total de 30 lettres. Les écritures alphabétiques sont rares à cette époque. C'est une innovation levantine à la marge. Les autres écritures se concentrent sur un grand nombre de pictogrammes représentant des concepts, ou plus souvent des syllabes. Mais l'usage de ces derniers reste limité à des scribes professionnels, puisqu'il faut maîtriser un nombre faramineux de signes pour l'écrire et le lire. Les alphabets règlent ce problème, puisque chaque signe y représente un son facilement identifiable, et qui permet de retranscrire un langage entier avec un nombre très réduit de lettres. Ce nouvel alphabet permet aux habitants d'Ougarit de rédiger leur poésie et leurs mythes dans leur propre langue, bien qu'ils continuent d'utiliser d'autres systèmes d'écriture et d'autres langues en parallèle pour tout un tas d'usages. Mais être un royaume secondaire a aussi des points négatifs. Vers 1190 avant notre ère, quand des navires ennemis approchent de son territoire, le roi d'Ougarit envoie un appel à l'aide à son voisin de Chypre, qui lui conseille de fortifier ses villes. La réponse d'Ougarit fait peine à lire. Mon père, les navires de l'ennemi sont maintenant arrivés. Ils incendient mes villes et ravagent la terre. Mon père ne sait-il pas que toute mon infanterie et mes chars sont stationnés au Hatti et que tous mes navires sont stationnés dans le pays de Luka? À présent, les 7 navires de l'ennemi qui sont venus nous ont fait du mal. À présent, si d'autres navires ennemis se présentent, envoie-moi un rapport pour que je le sache. Peu de temps plus tard, une nouvelle réponse arrive de Chypre. Les 20 navires que l'ennemi n'avait pas encore lancés vers les zones montagneuses ne sont pas restés à l'arrêt. Ils sont partis soudainement et nous ne savons pas s'ils sont arrivés. Je t'ai écrit pour t'en informer, afin que tu puisses prendre des mesures défensives. Trop tard. L'argile sur laquelle ces lettres avaient été rédigées cuit dans l'incendie qui ravage la cité. Celle-ci n'est plus qu'une ruine. En quelque temps, près d'une trentaine de sites de l'Est méditerranéen sont pillés et incendiés. De grands empires s'effondrent sur le passage des peuples de la mer. Ces invasions des peuples de la mer provoquent l'effondrement de l'âge du bronze.
Les beaux-arts, le commerce et l'écriture déclinent partout alors que les royaumes rétrécissent ou disparaissent. Le monde égéen est aussi durement touché, les palais sont incendiés et ne seront plus jamais reconstruits. La plupart du temps, seuls les bâtiments administratifs sont réduits en cendres, les quartiers résidentiels s'en sortent sans dommage. Il faut croire que les palais n'avaient été qu'une expérience qui ne pouvait survivre à l'effondrement du commerce. Il faut bien se rappeler que le monde égéen est parsemé de montagnes et bien moins adapté à l'agriculture que le croissant fertile. C'est peut-être même des révolutions qui abattent ceci, plutôt que des invasions. Tout ça provoque une baisse démographique et le niveau de vie diminue. La vie devient plus simple, les communautés rétrécissent, l'usage de l'écriture est oublié. En mer Égée, celle-ci ne servait qu'à la bureaucratie et la comptabilité. Elle était toujours le domaine de scribes professionnels. La chute du commerce et des palais rend son usage inutile. La plupart des gens de l'époque ne la regrettent pas. Moins d'écriture signifie pour eux moins d'impôts. Et ne change rien dans la vie quotidienne, puisque la transmission des mythes et des histoires est et a toujours été exclusivement orale dans ces régions. Mais il faut aussi modérer notre vision de ces temps qui ne sont pas particulièrement tristes pour les gens qui les vivent. Si les volumes commerciaux se réduisent, c'est désormais une plus large partie de la population qui y a accès, puisque ceux-ci atteignent désormais des lieux qui étaient auparavant dépourvus de palais, et donc exclus des routes commerciales. On continue d'importer du cuivre de Chypre et des biens de luxe d'Égypte, et d'exporter de l'argent des mines du continent. C'est aussi à cette époque que l'usage du fer se démocratise grâce aux artisans chypriotes qui apprennent à en maîtriser la fabrication. Moins coûteux que le bronze, il devient rapidement le métal de prédilection pour fabriquer armes et outils. L'usage du fer isole encore le monde égéen des flux commerciaux, puisqu'on a de moins en moins besoin d'importer du cuivre de Chypre. La Grèce se coupe en partie du reste du monde vers 1050 avant notre ère. Mais l'isolement ne dure jamais, d'autant qu'on trouve au Levant des gens qui ne semblent pas avoir souffert de l'effondrement. Là, sur la côte, prospèrent tout un tas de cités commerciales indépendantes qui semblent bien loin du chaos qui règne alors dans le reste du monde qui les entoure. Mieux encore, ils tirent parti du chaos. La destruction d'Ougarit au nord redistribue en leur faveur les flux commerciaux de la région, et bientôt, leurs marchands dominent tout le commerce méditerranéen. Les Grecs les appelleront plus tard Phoenix, Phéniciens, mais les habitants de Dor, Tyr, Sidon, Beyrouth, Byblos ou Arvad ne se voient pas comme un peuple uni, simplement comme les fils ou les filles de leur cité. Bien qu'ils semblent utiliser des langues proches et partager une culture commune, les contacts entre les différentes cités restent relativement faibles. C'est d'abord l'ancienne Byblos qui garde la place de premier port du Levant. Là, on continue d'utiliser un alphabet linéaire qui fait de la ville un centre célèbre de la littérature. C'est pourquoi les Grecs appellent les rouleaux de papyrus bibloi, du nom de la cité. Mais dès le Xe siècle avant notre ère, elle est éclipsée par la cité de Tyr, installée sur une île plus au sud. Les marins tyriens deviennent les as de la navigation. Ils mettent sur pied de nouveaux navires à même de parcourir de grandes distances, que la Bible appelle les navires de Tarsis, du nom d'une importante cité du sud de l'Espagne. Le rôle premier de ceux-ci était donc de rendre possible la traversée des 4000 km qui séparent le Levant du détroit de Gibraltar, à l'extrême ouest de la Méditerranée. Un voyage qui devait prendre près de 2 mois, soit la même durée que prenait une caravane de Saba pour atteindre Gaza. Un voyage cette fois rendu possible par la domestication du dromadaire. Si les marins de Tyr prennent le risque de parcourir de telles distances, c'est parce que le sud de l'Espagne accueille les plus riches mines de tout le pourtour méditerranéen. De quoi se fournir au meilleur prix en grande quantité de fer, de cuivre, d'argent et d'or, d'autant que les populations locales sont friandes de l'huile et du vin levantin. Ce commerce fait aussi le bonheur des ports qui servent d'escale aux marins de Tyr en Crète, en Sardaigne ou en Tunisie. Dès le 9e siècle avant notre ère, ces marchands se mettent à fonder des colonies, comme Gadir, l'actuel Cadix, au sud de l'Espagne. Les maisons y sont construites en forme carrée, avec des briques de terre crue et un toit plat, comme on le fait au Levant d'alors. Les nouveaux arrivants amènent avec eux leur technologie, leur administration et leur écriture. Les colonies se multiplient, de plus en plus de colons quittent l'Orient pour les opportunités qu'offre l'Ouest. L'exploitation minière explose dès le 8e siècle avant notre ère, et tout porte à croire que celle-ci a été rendue possible par une grande quantité d'esclaves. Peut-être que les marchands tyriens avaient mis en place en Espagne une société dont l'économie dépendait de l'esclavage, avant que les Grecs ne le fassent chez eux. Mais rien ne nous permet encore de l'affirmer. Vers 750 avant notre ère, des réfugiés tyriens fondent Kart Adasht sur la côte tunisienne, qui allait devenir la plus grande puissance de l'ouest méditerranéen, Carthage. Ces Carthaginois pratiquent le sacrifice d'enfants, un rite qu'on retrouve dans d'autres colonies tyriennes en Sicile, en Sardaigne, en Afrique du Nord ou à Malte. Mais pas dans toutes.
C'est une pratique attestée également à Tyr ou à Jérusalem, mais qui a fini par être interdite en Orient, ce qui pourrait avoir poussé des hommes à quitter leur patrie pour fonder de nouvelles cités à l'ouest, où ils pourraient pratiquer leurs rites sans encombre. La religion aurait alors pu être une aussi bonne raison que le commerce et les terres agricoles pour quitter Tyr. D'ailleurs, ces sacrifices ne choquaient pas particulièrement les Grecs, qui voyaient ça comme une pratique exotique, et qui n'avaient pas non plus de remords à se débarrasser des enfants indésirés. D'autres colonies, installées aux abords des détroits commerciaux, semblent avoir été fondées pour y pratiquer la piraterie, une activité bien rentable à l'époque. Ça expliquerait pourquoi dans l'Odyssée, Homère décrit les Phéniciens autant comme des commerçants que comme des pirates. Aujourd'hui, les hackers ont remplacé ces pirates, mais ils fonctionnent toujours pareil. Ils profitent des fuites de données pour s'attaquer à vous, là où vous êtes le plus vulnérable. NordVPN inclut, en plus du VPN, une protection anti-menace, qui filtre votre trafic pour bloquer les sites malveillants, les publicités intrusives et même les trackers web. Si les Phéniciens avaient eu ça à l'époque, je pense qu'ils auraient été heureux. Surtout que ça évite d'avoir à multiplier les abonnements. Vous en avez un seul qui fait tout. Les Grecs développent une fascination pour leurs voisins levantins. Ce sont les Phéniciens qui rétablissent les routes commerciales avec la mer Égée, où ils se fournissent en poterie de l'île d'Eubée. Là, ils fondent des colonies, dont les futurs habitants rappelleront fièrement les origines levantines. C'est au contact de ces marins d'exception que les Grecs se décideront eux-mêmes à s'engager plus tard dans de grandes aventures commerciales vers l'ouest, sur des navires de Tarsis, bien sûr. Mais surtout, les Phéniciens transforment la société grecque, ou, pour être plus exact, la Grèce naît au contact des Phéniciens. L'apport le plus connu, évidemment, c'est l'écriture. Les colons tyriens apportent avec eux leur alphabet, que les Grecs réadaptent pour retranscrire leur langue. C'est pourquoi ils appellent leurs lettres Phoenikéa, phéniciennes. Ainsi, les lettres tyriennes Aleph, Bet, Gimel deviennent Alpha, Beta, Gamma. Les Grecs ne sont pas originaux de ce côté. L'alphabet tyrien est repris partout en Méditerranée orientale, par les Araméens, les Hébreux, les Phrygiens, etc. Sans surprise, une centaine de termes grecs ont des racines phéniciennes, surtout dans le domaine commercial. Les commerçants grecs les ont sans doute adoptés au même moment où les marchands de Tyr leur enseignaient les technologies financières orientales, les dépôts bancaires, l'assurance maritime et le prêt maritime, sans lesquels le financement du commerce à long cours semblait impossible. Les Égéens associent bientôt leurs dieux à ceux de Tyr. Melkart est relié à Héraclès. Les prêtresses apparaissent aussi comme la Pythie de Delphes, une pratique importée de Mésopotamie. Surtout, on commence à fonder des temples pour abriter les divinités, pratique inconnue auparavant et encore une fois importée du Levant. Ce n'est pas un hasard si les premiers temples sont construits dans des carrefours commerciaux, comme à Érétrie vers 750 avant notre ère ou à Samos vers 725. Les arts d'Orient infusent la société grecque. Les Phéniciens amènent avec eux nombre d'instruments de musique jusqu'ici inconnus. La sculpture, notamment le style architectural, son inspiration levantine. La poterie elle-même est d'inspiration asiatique. La fameuse céramique à figure noire trouve ses origines dans les techniques orientales. Enfin, c'est vers l'an 730 que des migrants grecs se mettent à fonder des colonies à l'étranger, en Sicile, au sud de l'Italie, en Libye ou sur les côtes de la mer Noire. Ce n'est probablement pas un hasard si ces colonies sont construites sur un modèle qui ressemble fortement aux colonies tyriennes, avec des maisons carrées organisées sur un plan en damier. En Grèce même, l'urbanisme se réadapte pour coller aux critères orientaux. Les villes se dotent de murs d'enceinte et de maisons carrées, les cimetières sont relégués à l'extérieur de la ville. Tout ça, on l'observe auparavant dans le Levant. Nul doute non plus que les Grecs s'inspirent des Phéniciens pour établir leur concept de citoyenneté et leur vision de la politique. L'Orient donne de larges pouvoirs à des assemblées et à des organismes civiques bien avant le monde égéen. Les colonies fondées à l'ouest ne s'embarrassent en général pas de rois. À Carthage, le pouvoir est depuis sa fondation entre les mains de magistrats, d'un conseil des anciens et d'une assemblée. Il faut bien se dire que le commerce de l'époque ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui. Il ne diffuse pas seulement des biens ou des métaux précieux. Les gens d'alors doivent discuter, échanger. On se retrouve autour de tables, on mange ensemble, on partage des idées, des technologies, on apprend de l'autre et on partage à l'autre. Les voyages sont longs, on doit faire escale régulièrement. On rencontre tout type de gens et de cultures sur la route et on doit constamment faire preuve de diplomatie. Les marchands s'installent souvent à l'étranger, les mariages mixtes sont monnaie courante. Sachant ça, il n'y a rien d'étonnant à ce que les idées et les technologies levantines voyagent partout en Méditerranée, dont en Grèce et vice-versa. L'élite grecque est d'ailleurs remplie de Phéniciens qui se sont installés sur place et qui revendiquent encore fièrement leurs origines.
Au sud de l'Espagne, les communautés locales abandonnent leurs huttes rondes pour construire des maisons carrées. Les villes gagnent des murs d'enceinte. Les élites se font enterrer avec des objets de luxe venus d'Orient. On adopte l'usage du fer. On s'inspire des mythes venus de l'Est. Réalise des libations d'huile et de vin pour les morts. Des offrandes aux dieux des enfers. Et on commence à produire son propre vin, dont la culture est une spécialité levantine. Les idées et les technologies ne sont pas reprises telles quelles. On les adapte localement. On garde ce qui nous intéresse et on rejette le reste. Le même phénomène s'observe partout en Méditerranée, du nord de l'Afrique au sud de la Gaule, en passant par la Sardaigne et l'Italie centrale. Là, un peuple en particulier semble se démarquer pour les étrangers, les Étrusques, dont les Grecs et les Lydiens reconnaissent sans hésiter la noblesse. Comme les Grecs, les marins étrusques se répandent bientôt en Méditerranée, atteignent la mer Égée, tissent de solides contacts avec les commerçants grecs et finissent même par adopter leur alphabet. À l'est, Tyr perd son rôle de carrefour du commerce méditerranéen alors qu'elle tombe sous l'emprise d'un nouvel empire babylonien au début du 6e siècle avant notre ère. Babylone reste toujours le plus grand centre scientifique de cette époque. Ce n'est pas un hasard alors si le centre du monde grec ne se trouve pas sur le continent européen, là où on l'imagine en général, mais sur la côte anatolienne. C'est là qu'on trouve les plus grandes cités grecques, les plus riches d'entre elles, comme Milet, véritable carrefour commercial entre la mer et l'Asie. C'est ici qu'apparaissent les premiers scientifiques grecs connus, comme Thalès. C'est ici aussi qu'on adopte pour la première fois l'usage de la monnaie, en s'inspirant de ses voisins lydiens. Et c'est à peine plus au nord, à Samos, qu'on construit pour la première fois un aqueduc, une technologie inventée en Assyrie 3 siècles auparavant. À cette époque, la Grèce continentale est encore une région périphérique, et les cités qui s'y trouvent sont encore relativement pauvres et peu peuplées en comparaison avec leurs homologues anatoliennes. À l'ouest, le vide laissé par Tyr ne tarde pas à être comblé par d'autres cités ambitieuses, comme les colonies grecques de Syracuse, Tarente ou Agrigente. Mais bien sûr, celle qui se démarque le plus, c'est l'une des filles de Tyr, Carthage. Celle-ci contrôle solidement la Méditerranée occidentale et interdit toute nouvelle installation grecque dans la région, à une exception près, Massalia, qui parvient à s'imposer au sud de la Gaule. Au même moment, de nouvelles cités naissent spontanément dans ces régions, comme la petite ville de Rome, qui attire de nombreux marchands étrusques, grecs et phéniciens. Elle devient l'une des plus grandes cités d'Italie à la fin du 6e siècle avant notre ère, bien qu'elle reste pour l'instant un acteur mineur en Méditerranée. Le devant de la scène, c'est Syracuse, Agrigente, Massalia et surtout Carthage qui l'occupe. Quoi qu'il en soit, le centre du monde est toujours en Orient. Là, un empire gigantesque sort de terre alors que les chars de Cyrus le Grand entrent dans Babylone en 539 avant notre ère. Jamais le monde n'avait connu empire si puissant. À son apogée, il fera 5 millions de kilomètres carrés, plus que l'empire romain à son zénith. Moins de 20 ans plus tard, en 522, un usurpateur, Darius, s'empare du trône et s'octroie un titre original, celui de roi des rois, qui sera plus tard repris par son fils Xerxès. Ces deux noms, les Grecs les connaissent très bien, puisqu'ils sont à l'origine de l'un des mythes fondateurs de leur histoire, les guerres médiques. Vous en connaissez déjà l'histoire. Les Perses, tentant d'envahir la Grèce, sont repoussés 2 fois. D'abord à Marathon, en 490 avant notre ère, puis à Salamine et Platée, en 480 et 479. Pour les Grecs, ce sont de grandes victoires. Pour les Perses, des semi-réussites à la marge de leur immense empire. Si on adopte le point de vue du roi des rois, ces expéditions sont secondaires. Les moyens engagés sont dérisoires pour la Perse. Surtout, ce n'est pas les échecs qu'on nous vend souvent. Les cités grecques anatoliennes, les plus riches de toutes, sont soumises, ainsi que la Thrace de l'autre côté du Bosphore, la seule région qui compte parce qu'elle regorge de ressources minières. Et la Macédoine, ainsi que la majorité des petites cités continentales, qui sont, on le rappelle, pauvres et sans intérêt pour la Perse, se soumettent d'elles-mêmes et aident l'armée dans sa progression, tandis que les cibles du courroux perse, Athènes et Érétrie, sont prises, pillées et incendiées. L'expédition punitive est une réussite. Les régions qui comptent sont soumises et contrôlées. La Grèce continentale, elle, n'intéresse pas les Perses. Athènes, quant à elle, capitalise sur sa victoire. Elle en fait un mythe, une victoire du monde grec contre les barbares. Elle regroupe autour d'elle une ligue de près de 300 cités du monde égéen et harcèle les positions perses, avec un succès tout relatif. En parallèle, la pratique de la démocratie se développe dans la cité. Les fonctionnaires sont tirés au sort pour un mandat d'1 an et doivent rendre des comptes sur leur bilan. Chaque décision politique est soumise à l'approbation des citoyens. Les plus pauvres reçoivent une indemnité pour pouvoir participer aux assemblées et l'ostracisme permet d'exiler les personnalités dangereuses.
La cité attire des personnalités venues d'Orient. Les Phéniciens continuent d'apporter leurs pierres à l'édifice et sont si nombreux que la cité les exempte de taxes sur les étrangers. Ils fournissent à celle-ci bon nombre de ses scientifiques et de ses penseurs, comme le fondateur du stoïcisme Zénon. La culture perse est aussi à la mode. Les dieux venus d'Asie ont la cote, les vêtements perses sont prisés et l'architecture copie ce qui se fait de l'autre côté de la mer, comme l'immense théâtre couvert aux nombreuses colonnes construit par Périclès qui imite la tente de Xerxès. Mais bientôt, l'ennemi cesse d'être barbare. Athènes et Sparte s'affrontent pour l'hégémonie sur le monde grec et l'alliance avec le roi des rois donne la victoire à cette dernière. Les cités grecques continentales restent des acteurs très secondaires de l'époque. Elles sont toujours divisées, ce qui leur empêche de véritablement peser au-delà du monde égéen. Mais tout ça ne dure pas éternellement. En 337 avant notre ère, la quasi-totalité de la Grèce continentale se regroupe de force derrière un roi semi-barbare venu du nord, Philippe II de Macédoine. Ambitieux, il prévoit une expédition militaire contre la Perse, mais meurt juste avant de l'entreprendre. C'est alors son fils, Alexandre, qui reprend ce projet à son compte. En 334, il visite Troie avant d'engager une formidable épopée qui le mènera 4 ans plus tard à renverser le plus grand empire de son temps et en fonder un encore plus vaste. Pour la première fois, le monde grec dépasse la Méditerranée pour s'étendre de Massalia jusqu'à l'Indus. Tout ça survit à la mort d'Alexandre. Ses anciens généraux créaient de grands royaumes sur les cendres de son empire. Partout, la langue grecque devient la condition d'accès au pouvoir. La culture méditerranéenne s'exporte à grande vitesse partout dans le monde connu. Et de même, les Grecs découvrent des arts et des sciences asiatiques et africaines inconnues qu'ils adoptent sans hésiter. Alexandrie, capitale de l'Égypte ptolémaïque, du nom de l'un des généraux d'Alexandre, devient un carrefour mondial du commerce, de la science et des arts. Sa bibliothèque devait regrouper près de 100 000 rouleaux. Et si vous voulez éviter de perdre vos données dans un incendie, comme dans le cas de la bibliothèque, sachez qu'avec NordVPN, vous avez accès à un gestionnaire de mots de passe et à un cloud chiffré pour garder en sécurité tous vos comptes, vos documents et vos photos. C'est essentiel à l'ère du tout numérique, et ça vous évite d'avoir à multiplier les abonnements. Bref, les Ptolémées sauvegardent les institutions perses préexistantes, dont le service postal, et fondent des colonies un peu partout pour offrir des terres aux soldats gréco-macédoniens, le meilleur moyen de les garder sous le coude en cas de conflit. Au nord, un autre général, Séleucos, fonde un vaste empire et tout un tas de colonies destinées à un grand avenir, comme Antioche sur la côte syrienne. Ici aussi, on réutilise les institutions perses, les satrapies et la fiscalité restent telles quelles. On va pas faire le topo de tous les biens, toutes les technologies et toutes les idées qui voyagent d'un côté comme de l'autre, mais on peut donner un petit exemple. C'est à la bataille de Gaugamel en 331 que les Macédoniens rencontrent pour la première fois des éléphants, un animal qu'ils ne connaissaient qu'au travers de légendes venues de l'Est. C'est seulement en 326, après avoir vaincu le roi indien Poros, qu'Alexandre met la main sur un contingent de 80 éléphants de guerre. Ils deviennent une ressource rare et convoitée partout dans le monde grec. Les Séleucides et les Ptolémées se démènent pour en importer, les uns d'Inde, les autres d'Afrique. Pourtant, en 281, quand le roi d'Épire Pyrrhus traverse l'Adriatique pour combattre Rome, il emmène avec lui 20 éléphants de guerre, probablement des descendants du contingent de Poros qui lui avait été fourni par le roi de Macédoine. Comme l'écrit Josephine Quinn dans son ouvrage, « Pendant plus de 50 ans, les pachydermes marchèrent péniblement de l'Inde à l'Italie, témoins muets d'un grand flot d'idées qui ne cessait d'enfler et de se ramifier dans toutes les directions, mêlant toutes les langues, toutes les histoires, tous les continents. Ils finirent entre les mains d'Occidentaux qui allaient détruire le grand enchevêtrement mondial qu'Alexandre et ses généraux avaient créé. » En 509 avant notre ère, la toute jeune République romaine signe un traité avec la grande Carthage. Cette dernière lui reconnaît quelques possessions au Latium et accorde aux Romains des droits commerciaux restreints dans les zones qu'elle contrôle, la Sardaigne, l'ouest de la Sicile et la côte africaine. Cette alliance que Carthage tisse avec toutes les cités possibles de sa zone d'influence a un grand impact sur la petite Rome. Ce n'est probablement pas un hasard si la République romaine se repose sur 2 consuls pour diriger l'État, comme Carthage et ses 2 magistrats, dans les 2 cas élus par une assemblée de citoyens pour une durée d'1 an. Les consuls romains sont même parfois appelés juges, une traduction du mot utilisé pour désigner les magistrats carthaginois. Plus probant encore, le droit romain rédigé au milieu du 5e siècle sur 12 tables de bronze ne ressemble en rien au droit grec ou au droit romain ultérieur, mais ressemble énormément au code de loi qu'on retrouve en Orient.
Ils n'établissent pas des principes généraux. Chaque phrase prend la forme « si quelqu'un fait X, sa punition sera Y ». Ce premier code de loi est vraisemblablement inspiré du code carthaginois. Le traité d'alliance est renouvelé en 348. Avec celui-ci, Rome accepte d'éviter la Sardaigne, l'Afrique et l'Ibérie et de limiter ses activités commerciales à la Sicile et à Carthage même. Pourtant, Rome s'étend largement à ce moment. Elle conquiert l'Italie centrale, intègre ses modèles, les cités étrusques, puis les riches cités grecques du sud, conquises avec le soutien naval de son allié Carthage. Rome était désormais maître de toute la botte italienne. En 264, un conflit éclate entre les deux anciennes alliées autour de la cité de Messine, la porte qui contrôle l'accès à la Sicile depuis l'Italie. La guerre dure plus de 20 ans et force Rome à mettre sur pied une flotte moderne, probablement calquée sur le modèle carthaginois. En 241 avant notre ère, après une succession de défaites navales, Carthage cède la Sicile et une lourde indemnité de guerre aux Romains. 4 ans plus tard, la Sardaigne vient s'ajouter à ce tableau. Dans ces terres, Rome découvre une nouvelle manière de contrôler le territoire. Elle récupère l'administration carthaginoise et la copie telle quelle pour fonder sa première province. Les Siciliens sont tenus de verser l'impôt à Rome, mais peuvent en échange conserver leurs terres et le gouvernement de leur ville. La guerre punique pousse les Romains à se détourner des idées phéniciennes et à regarder ailleurs. Ce n'est pas un hasard s'ils commencent à assister à des pièces de théâtre grecques en 240, alors qu'ils sont désintéressés auparavant. Les styles architecturaux commencent à ressembler à ce qu'on voit en Grèce. Les concepts religieux grecs sont importés, même s'ils ne conviennent pas à tout le monde. C'est à partir de ce moment que le monde grec devient le repère culturel de Rome. Un second conflit permet à la République de s'emparer des territoires ibériques de sa rivale en 201 avant notre ère, une région très riche en minerais, où elle installe une nouvelle fois des provinces sur le style carthaginois. Le rouleau compresseur romain était devenu inarrêtable. Les légions fondent bientôt sur l'Orient, où les pouvoirs gréco-macédoniens tombent les uns après les autres. C'est ici, en Asie mineure, que la République récupère ses provinces les plus riches. À tel point qu'en 88 avant notre ère, quand le roi du Pont Mithridate s'empare de Pergame, Rome fait face à une crise financière alors qu'elle est coupée des remboursements dus à ses banques et à ses investisseurs par les habitants de la région. À l'est, l'expansion romaine s'arrête à la frontière de l'empire parthe, le carrefour du monde, qui commerce autant avec la Chine loin à l'est qu'avec la Méditerranée à l'ouest et la steppe au nord. Un peu plus tard, se forme à Rome un triumvirat entre 3 des hommes les plus influents de leur époque. Le général Pompée, vainqueur du pont, le richissime Crassus et le populaire César. Ce dernier se fait nommer proconsul en 58 pour fuir la justice. Il obtient l'administration de 3 provinces et le commandement de 4 légions. Avec celle-ci, il s'engage dans une campagne de 8 ans pour conquérir la Gaule, cette vaste région au nord-ouest où Rome avait l'habitude de se fournir en esclaves à bon prix. La guerre des Gaules fait sa richesse. Elle le rend infiniment populaire à la capitale et lui permet de financer nombre de projets qui le maintiennent sur le devant de la scène politique romaine. Mais après 10 ans passés en Gaule, ses opposants au Sénat le déclarent ennemi de l'État. S'il souhaite garder sa tête, César n'a plus qu'une option, traverser le Rubicon, s'emparer de Rome et en chasser ses ennemis politiques. C'est ce qu'il fait en 49 avant notre ère, une aventure qui l'amène à affronter et vaincre Pompée partout dans les frontières de la République. Après 3 ans de guerre civile, César célèbre 4 triomphes à la capitale et reçoit du Sénat la magistrature de dictateur pour 10 ans. En mars 44, après avoir accepté d'étendre sa magistrature à vie, il est assassiné par un groupe de sénateurs. S'ensuit une nouvelle guerre civile qui amène son neveu, Octave, au pouvoir et transforme l'Égypte en une province romaine. Celui-ci ne s'attribue jamais la magistrature de dictateur. Il prétend restaurer l'ordre sénatorial et se contente bien d'exercer le pouvoir de façon informelle, s'arrogeant seulement le titre de tribun de la plèbe et l'honneur de princeps, le premier parmi ses pairs. En 27, le Sénat lui accorde un nouveau nom qui deviendra la titulature des futurs empereurs romains, celui d'Auguste, le consacré. C'est à ce moment qu'on trace généralement la séparation entre la République romaine et l'Empire romain. Mais dans les faits, les institutions restent les mêmes et Auguste, comme le Sénat, revendique un retour à la normale. Rome devient la plus grande ville du monde du haut de son million d'habitants. Bien sûr, elle est le reflet de l'Empire. Les conquêtes romaines ont provoqué des mouvements de population faramineux, probablement aussi importants que ceux engagés par l'Empire assyrien à l'époque, qui adorait déporter ses populations d'un bout à l'autre de son territoire. La population romaine est presque entièrement composée de migrants venus d'Ibérie, de Gaule, d'Afrique du Nord ou d'Asie.
Bien sûr, une bonne partie d'entre eux n'a pas choisi d'être ici. Près de 300 000 Romains sont en fait des esclaves. C'est un phénomène qui, sans exagérer bien sûr, concerne l'ensemble de l'Empire, notamment à cause de l'armée qui recrute beaucoup d'auxiliaires dans les provinces et les installe volontairement le plus loin possible de leur région d'origine. On retrouve en Grande-Bretagne des soldats venus de Palmyre, à l'extrême-orient de l'Empire. Rome même se remplit de monuments étrangers ou faisant référence à l'étranger, le plus connu étant sûrement l'obélisque ramené d'Égypte par Auguste. Mais cette influence se voit dans bien des constructions de l'époque. Comme l'écrit Joséphine Quinn, pour les Romains comme pour les Grecs, l'Égypte représentait à la fois l'apogée de la culture et la profondeur des temps anciens. Mais la domination romaine sur l'Égypte allait de pair avec une fascination nouvelle pour la culture et la religion égyptienne. On retrouve des temples égyptiens jusqu'à York, en Grande-Bretagne. Les réseaux commerciaux vont aussi toujours plus loin. La soie chinoise et les épices indiennes atteignent désormais Londres. Plusieurs grandes routes relient l'Empire au reste du monde. 2 principales permettent d'accéder à l'Inde. L'une part d'Alexandrie, navigue le Nil jusqu'à Coptos, puis traverse le désert égyptien jusqu'à la mer Rouge, où on charge les marchandises dans des navires qui suivent la côte arabique jusqu'à l'Indus. L'autre part de Palmyre, où l'on engage des caravaniers locaux et leurs dromadaires jusqu'aux ports fluviaux du sud de l'Euphrate, d'où les cargaisons remontent le fleuve sur des radeaux jusqu'à Forat, puis sont chargés sur des navires pour atteindre l'Inde. Les marchands romains ne dépassent jamais le golfe du Bengale pour se rendre en Chine. Les marchandises chinoises sont directement achetées à des commerçants indiens. Les 2 routes coexistent, elles permettent chacune de voyager à des périodes différentes de l'année. Mais les routes commerciales ne visent pas toute l'Est. D'autres, par exemple, traversent le Sahara d'oasis en oasis pour échanger avec l'Afrique subsaharienne. Le Sahara lui-même accueille des populations nombreuses, comme les Garamantes, devenus experts de l'irrigation et dont la capitale, Garama, au milieu du désert, est une référence de l'époque dans le domaine. Là, on échange du sel, de l'argent et de l'or contre des esclaves venus du sud. Ce commerce devient d'autant plus important que la province d'Afrique est, dès le 2e siècle de notre ère, le centre agricole et industriel de l'Empire. L'Italie décroît, c'est la fin de l'optimum climatique qui lui avait permis de prospérer au cours des siècles derniers. L'économie des provinces européennes est en chute libre. Le centre de gravité romain se déplace au sud, vers l'Afrique, dont près d'un tiers des sénateurs sont originaires en 180 de notre ère. Vers l'Égypte aussi, la région la plus riche de l'Empire, et un peu plus tard, vers l'Est. Toutes ces destinations, vous y avez accès avec NordVPN. De quoi profiter des films, des séries et des animés disponibles dans le reste du monde, comme Camelot, qui est accessible gratuitement sur YouTube dès qu'on se géolocalise en dehors de la France. Le point positif, c'est que vous pouvez faire le voyage en un clic. Plus besoin de passer des mois à dos de dromadaire ou dans la cale d'un navire. Au même moment, c'est le début de la crise du 3e siècle. La monnaie d'argent, qui était pure en l'an 50, ne contient plus que 40% de métal précieux en 250 et à peine 4% en 270. Les villes déclinent, les régions européennes se vident, le coût des esclaves explose et l'armée prend le contrôle de l'État. En un demi-siècle, Rome connaît plus de 25 empereurs. Bien sûr, dès que l'Empire faiblit, c'est l'Europe qui connaît des troubles. La frontière du Nord avait toujours été la plus dure à tenir. À la fin du règne d'Auguste déjà, sur les 25 légions que comptait l'Empire, 18 étaient stationnées en Europe. Bientôt, les peuples germains profitent de la faiblesse des frontières pour engager de grands raids de pillage qui les mènent jusqu'en Espagne et en Italie. La paysannerie romaine n'hésite pas à rejoindre les barbares, c'est un bon moyen de fuir les impôts écrasants de l'époque. Même l'Orient connaît des troubles, alors que les nouveaux maîtres de la Perse, les Sassanides, s'attaquent à la Syrie. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de Dioclétien en 284, puis de Constantin en 306 pour que la situation s'améliore. Rome se repose désormais entièrement sur des mercenaires barbares, généralement germains, pour tenir ses frontières, et une nouvelle monnaie d'or est introduite pour payer ces mercenaires et les hauts fonctionnaires de l'État. Bientôt, ces Germains se romanisent et finissent par former l'élite économique et politique de l'Empire. Ils accèdent aux postes de pouvoir et contrôlent l'armée. L'Italie cesse définitivement d'être le centre politique et économique du pays au profit de l'Orient, où on fonde une nouvelle capitale, Constantinople. On adopte aussi une religion orientale prosélyte, le christianisme, qui connaît un succès fulgurant partout dans l'Empire et chez les barbares romanisés. À l'ouest, les généraux barbares sont bientôt installés à la tête de provinces entières où ils forment leur propre royaume, mais continuent bien sûr de rendre hommage à l'empereur. En 476, quand le dernier empereur d'Occident est déposé par le général Odoacre, c'est un barbare, fils d'un des secrétaires particuliers d'Attila, qui est déposé par un autre barbare, les deux tout autant romanisés l'un que l'autre.
Tout ça, la crise du 3e siècle et les royaumes barbares, je l'ai développé en long et en large dans le premier épisode de ma série sur l'histoire de France, qui est disponible en exclusivité sur mon Ulule. Vous êtes déjà quelques-uns à l'avoir vu, ça fait vraiment plaisir, merci à vous. Les Germains, même s'ils sont intimement romanisés, amènent avec eux leurs pratiques et leurs valeurs. L'Europe du Haut Moyen-Âge naît de ce mélange d'idées. Un exemple parmi d'autres, les Germains reconnaissent les qualités et les capacités de leurs femmes. Les héritages sont répartis équitablement entre les fils et les filles, et les femmes peuvent gérer leurs propres biens et leurs propres domaines. Sur 3 siècles d'existence, le Regnum Francorum mérovingien est gouverné un tiers du temps par des femmes. Mais le monde bouge aussi en Orient. Les Perses sassanides atteignent leur apogée au 6e siècle. Leur cour regroupe des érudits et des scientifiques du monde entier, dont des philosophes athéniens, alors que le commerce porté par les marchands sogdiens de l'est du pays tourne à plein régime. De l'autre côté de la mer, les Éthiopiens d'Aksum se convertissent au christianisme et, alliés avec Constantinople, étendent leur domination sur le sud de l'Arabie afin d'accéder plus facilement au marché indien et à la soie chinoise que les commerçants perses monopolisent. L'Empire romain lui-même évolue. Sous Justinien, il reconquiert une partie des territoires perdus en Occident, tandis qu'on codifie le droit romain. Mais les affrontements perpétuels entre Perses et Romains provoquent la perte des deux empires, alors qu'une nouvelle puissance émerge en Arabie. À partir de 632, les califes musulmans étendent progressivement leur domination sur les riches régions orientales. L'Arabie tombe rapidement, suivie par le Levant, puis l'Égypte, la côte africaine et la Perse. Lorsque les Omeyyades s'emparent du pouvoir en 661, ils règnent sur un territoire qui s'étend de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Indus, et leur capitale, Damas, devient le centre du monde. Les offensives se poursuivent et les mènent en 718 jusqu'aux portes de Constantinople au nord et jusqu'aux Pyrénées à l'ouest. Cette fois, c'en est terminé de la domination romaine sur l'économie méditerranéenne. On assiste, après la conquête arabe, à un revirement des flux monétaires. Si ceux-ci passaient majoritairement par Constantinople, Rome, Ravenne et Carthage entre 450 et 630 de notre ère, ils se déplacent pour se concentrer au sein des empires francs et islamiques entre 713 et 900, avec Cordoue comme principal carrefour entre les deux. Le dirham devient la monnaie de référence du commerce mondial. Le monde islamique regroupe désormais 2 grands pôles commerciaux, culturels, scientifiques et économiques. Cordoue, entre les mains des derniers Omeyyades à l'ouest, et Bagdad, entre les mains d'une nouvelle dynastie abbasside à l'est. Le même phénomène s'observe dans le monde chrétien, qui se divise désormais en 2 empires romains. L'un à l'ouest, fondé opportunément par Charlemagne, et l'autre à l'est, toujours gouverné par les Basilius byzantins. Le christianisme lui-même se partage entre 2 capitales rivales, Rome et Constantinople. Mais cette période est avant tout celle d'une forte reprise économique, alors que les températures s'améliorent à nouveau après l'an 700. L'activité industrielle reprend et on assiste à un foisonnement des arts, de l'architecture et de la littérature en Europe occidentale, bien sûr en arabe à Cordoue et en latin à Aix-la-Chapelle. Le monde est toujours interconnecté. Charlemagne entretient de bonnes relations avec Constantinople, Al-Andalus et les Abbassides. Les cadeaux diplomatiques vont et viennent d'un côté comme de l'autre, et les mariages sont monnaie courante entre les cours franques, byzantines et musulmanes. Au nord, les navires scandinaves sont de plus en plus nombreux à venir pratiquer le commerce dans les ports frisons et britanniques. Ces as de la construction navale créent de nouveaux dracars rapides, capables de naviguer autant en haute mer que de remonter les fleuves, parfaits pour le commerce ou pour les raids de pillage. C'est la seconde option qui devient la plus rentable au début du 9e siècle, et les attaques scandinaves se multiplient bientôt en Grande-Bretagne, dans le royaume des Francs, dans l'actuelle Russie, et même jusqu'en Espagne, où 6 campagnes distinctes au moins sont documentées. Ces Scandinaves fondent Dublin en 841, s'emparent d'York en 866, atteignent l'Islande vers 870, où ils créent le plus vieux parlement du monde, fondent la Rousse de Kiev en 880, obtiennent le duché de Normandie en 911, atteignent le Groenland en 978 et l'Amérique vers l'an 1000. Le réseau commercial scandinave s'étend alors de l'Irlande jusqu'à Bagdad. Aux yeux des Européens d'alors, le monde n'avait jamais semblé aussi vaste. C'est ici, au début du 9e siècle, que les califes abbassides financent une vaste campagne de traduction en arabe des textes scientifiques perses, sanskrit, grec et syriaque. Le but principal, bien sûr, n'est pas seulement de traduire ceux-ci, mais surtout de les enrichir.
L'Empire islamique avait unifié les élites intellectuelles chrétiennes et zoroastriennes et les avait affranchis de l'orthodoxie religieuse imposée par leurs anciens maîtres. Une nouvelle génération d'intellectuels maîtrisant le grec, le syriaque, le moyen perse et l'arabe peuvent désormais échanger et travailler ensemble. Ce sont des hommes qui voyagent beaucoup. Ce n'est pas non plus un hasard si cette entreprise coïncide avec la fondation de la première papeterie à Bagdad en 790. Une innovation chinoise du 2e siècle de notre ère qui avait pris bien du temps avant d'atteindre l'Ouest. Les œuvres traduites touchent à des sujets et des périodes très larges. La philosophie, les sciences en général, l'ingénierie militaire, la littérature et les échanges épistolaires entre personnages historiques. En revanche, on s'intéresse peu à la poésie, le théâtre ou l'histoire classique, notamment parce que ce sont des matières difficiles à traduire quand on ne baigne pas dans le contexte culturel de leur écriture. Certains textes sont sauvés de la disparition après avoir été oubliés à l'arrivée du christianisme. D'autres sont presque introuvables et demandent de longues recherches partout à travers l'Empire pour n'en retrouver parfois qu'une partie. Si ces sciences sont globalement oubliées en Europe occidentale, notamment parce qu'on arrête d'y pratiquer le grec, les Romains d'Orient, eux, continuent d'en recopier les manuscrits originaux. Leur préservation ne dépend pas seulement des érudits arabes. Leur rapport principal, c'est bien d'avoir enrichi et commenté toutes ces œuvres, ce qui encourage plus tard les Européens à les redécouvrir et à en faire de même. Surtout, ils ramènent des œuvres jusqu'ici inconnues en Occident, comme les mathématiques indiennes. Les intellectuels arabes révolutionnent la médecine, l'astronomie ou les mathématiques en s'appuyant sur les connaissances babyloniennes, grecques, perses et indiennes qu'ils développent largement. C'est l'essor économique du Xe siècle et l'explosion du commerce qui amènent ces progrès scientifiques en Occident, principalement en passant par Cordoue pour atteindre la Catalogne. C'est en Espagne qu'on voit pour la première fois des latins utiliser les chiffres arabes. Au même moment, les villes européennes explosent en population, l'agriculture prospère grâce à l'optimum climatique, ce qui attire des communautés juives et musulmanes en France, en Angleterre et en Allemagne. Tout ça profite au monde latin, auquel le catholicisme donne petit à petit une nouvelle culture commune, dont l'Orient est coupé par le schisme de 1054. Au même moment, les puissances musulmanes d'Europe reculent, les rois espagnols conquièrent les taïfas ibériques les uns après les autres, tandis que les Normands s'élancent à la conquête de la Sicile. Mais à l'est, c'est Constantinople qui souffre face aux Turcs seldjoukides, nouvellement convertis à l'islam, qui s'emparent d'un tiers des terres de l'Empire. La menace semble assez sérieuse pour que l'empereur Alexis Comnène lance un appel à l'aide au pape Urbain II, qui y répond par un concile en 1095. C'est le premier appel à la croisade. L'armée qui naît alors se transforme en une formidable machine de guerre. En Orient, les cités tombent les unes après les autres, jusqu'à ce que les croisés ne s'emparent de Jérusalem en 1099. Mais les Latins se sentent bien là-bas. Ils s'installent, fondent leur propre royaume sous le nez de Byzance, qui a du mal à accepter l'occupation de certaines de ses anciennes villes, comme Antioche, source de bien des mésententes entre Grecs et Latins. Comme le dit Fouché de Chartres en l'an 1100, Dieu, à notre époque, a transféré l'Occident en Orient, car nous qui étions occidentaux, nous sommes devenus orientaux. Pourquoi retournerait-il en Occident, ceux qui en Orient ont trouvé une telle fortune ? Si les croisades provoquent des conflits, elles conduisent aussi paradoxalement à des rencontres économiques et culturelles entre latins, musulmans et juifs. Les cités italiennes se frottent les mains alors qu'elles passent des traités commerciaux avec les nouveaux États latins, puis avec les puissances musulmanes elles-mêmes. Pise en signe avec Constantinople en 1111, Le Caire en 1154 et Tunis en 1157. C'est à ce moment que des mots arabes liés au commerce s'insèrent dans les langues romanes, comme douane, tarif, trafic ou arsenal. L'expertise en finance commerciale des marchands juifs du Caire et d'Alexandrie inspire la fondation des premières banques toscanes. Les traductions arabes des œuvres de médecine, de sciences et de philosophie grecque, ainsi que les ouvrages arabes eux-mêmes, traversent la mer pour connaître un nouvel engouement en Europe. C'est ce qu'on appelle parfois la Renaissance du XIIe siècle. Le tout encouragé par les conquêtes espagnoles en Ibérie, où les intellectuels chrétiens découvrent les connaissances islamiques. Le Sir al-Asrar, traduit en latin en 1120, devient l'un des textes les plus lus dans l'Europe de cette époque. Tolède, devenue castillane, mais où les populations juives et musulmanes continuent de prospérer, devient un centre de traduction des sciences et de la philosophie arabe en latin. Le même phénomène s'observe dans la Sicile de Roger II, dont les courtisans parlent indifféremment le latin, le grec, le franc et l'arabe, qui reste la principale langue scientifique. Là, des ouvrages arabes peuvent être réalisés à l'honneur d'un roi normand. En revanche, la tolérance n'est pas de mise dans les États latins d'Orient, perdus au milieu du monde musulman, d'autant que les croisades suivantes se passent mal et que les musulmans, notamment sous Saladin, reprennent du territoire.
C'est à cette époque qu'apparaissent les premières universités en Europe. Elles adaptent le concept des guildes marchandes à l'enseignement. L'université de Bologne est fondée en 1088, mais son exemple est bientôt repris à Paris, Oxford et Cambridge, puis partout sur le continent. Là, on étudie l'art, la théologie, la philosophie, la médecine, le droit et les sciences en général. Les pouvoirs locaux, qui comprennent vite l'intérêt de ces institutions, leur accordent d'importants privilèges. On y lit les œuvres antiques traduites de l'arabe et les nouveaux ouvrages des savants musulmans et juifs. Comme dans le monde arabe, Aristote devient particulièrement populaire dans l'enseignement de ces universités. C'est dans ce contexte que le moine italien Thomas d'Aquin produit son œuvre après avoir étudié à l'université de Paris. Ses ouvrages de philosophie et de théologie sont inspirés de ceux d'Averroès ou de Moïse Maïmonide. C'est à ce moment que la culture européenne commence à se refermer sur elle-même, alors que la Reconquista touche à sa fin et que les Normands perdent le trône de Sicile. Des langues comme le français, l'occitan et l'allemand viennent concurrencer le latin, le grec et l'arabe dans la production littéraire, alors que les communautés juives et musulmanes commencent à faire face à une véritable hostilité de la part des pouvoirs locaux. Mais le monde n'évolue pas qu'en Europe. À l'est, le plus grand empire jamais vu naît sous les sabots des cavaliers turco-mongols de Chinggis Khan et ses descendants. Leur contrôle s'étend de la Corée jusqu'à Kiev et relie l'Europe aux confins de l'Asie par une voie terrestre directe. Leur capitale, Karakorum, ce peuple de migrants et d'esclaves venus des quatre coins du monde, des Allemands, des Russes, des Chinois et des Arabes, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes et tengristes cohabitent sous l'autorité de princes mongols tolérants. De l'autre côté du globe, en Afrique de l'Ouest, de grands souverains fondent l'empire du Mali. Si l'on en apprend l'existence, c'est grâce à la reprise vivace du commerce transsaharien à partir du Xe siècle. Des caravanes chargées de laine, de cuivre et de perles partent d'entrepôts au sud du Maghreb pour rejoindre les cités commerciales de Gao ou de Tombouctou, où elles échangent leurs marchandises contre de l'or ou des esclaves. On retrouve là des traces de produits méditerranéens, indiens et même chinois. Comme l'écrit Joséphine Quinn, le Khagan mongol et le Mansa du Mali dirigeaient les opérations depuis chaque extrémité d'un ensemble interconnecté de zones économiques qui englobaient toute l'étendue est-ouest du monde connu, des côtes du Pacifique à celles de l'Atlantique où les échanges commerciaux se faisaient à une échelle infiniment plus grande qu'auparavant. Les routes commerciales terrestres restent évidemment à la marge. Les échanges à travers l'empire mongol ou le Sahara sont loin d'atteindre les volumes observés dans l'océan Indien, qui éclipse toutes les autres régions du monde. C'est bien pour ça que les marchands italiens se démènent pour y accéder. Comme les marchandises, les capitaux, les technologies, les idées et l'art se diffusent d'un bout à l'autre du monde, les Européens adorent la littérature orientale et s'intéressent beaucoup au reste du monde, d'où le succès du récit de Marco Polo. Mais cet intérêt n'est pas signe de respect, et les préjugés à l'encontre des autres croyances ou couleurs de peau ont le vent en poupe. Les expulsions de juifs deviennent courantes en France, Allemagne, Angleterre et Italie à partir des années 1250, et la préservation de la pureté culturelle de la chrétienté devient de plus en plus importante. Cette évolution dans les pensées arrive au même moment où l'Europe gagne, grâce au commerce mondial, les outils qui lui permettront de détruire un monde entier. Les engins de siège, la poudre à canon, le gouvernail des tambours et la boussole. Mais l'interconnexion du monde n'amène pas que des bonnes choses. En 1349, le géographe et historien Ibn al-Wardi écrit une lettre juste avant de mourir. Elle naquit dans le pays des ténèbres. Elle y sévit pendant 15 ans. La Chine n'en fut pas préservée et ne put l'empêcher d'entrer dans ses plus puissantes forteresses. La peste frappa les Indiens en Inde. Elle pesa sur le Sine de tout son poids. Elle saisit dans ses mains, qu'elle renferma comme un piège les terres des Ouzbeks. Elle rongea la Crimée. Suivant les routes commerciales, la peste noire atteint toutes les régions du monde connues. Elle tue plus de 100 millions de personnes entre 1346 et 1353, 40 à 60% de la population d'Europe, d'Asie occidentale et d'Afrique du Nord. Les retombées sont catastrophiques. L'humanité prend un siècle à rattraper la perte démographique. Les flux commerciaux mondiaux diminuent drastiquement et certaines économies s'effondrent, comme l'Égypte. Les peuples se replient sur eux-mêmes. En Europe, les Juifs sont expulsés ou massacrés en Espagne, en Hongrie, en Autriche. Certains intellectuels se tournent vers le passé. C'est la naissance de l'humanisme, qui relègue les sciences au second plan, au profit des études littéraires et historiques. Ils adoptent les auteurs antiques comme modèles et guides. Si on considérait jusqu'ici que la lumière du Christ avait éclairé un chemin pour sortir l'humanité des erreurs de l'Antiquité païenne, les humanistes, eux, soutiennent le contraire et inventent des temps obscurs qui commenceraient avec la chute de Rome et prendraient fin en cette seconde moitié du XIVe siècle avec la redécouverte des œuvres antiques.
On relègue au second plan les sciences grecques et islamiques pour importer en masse des manuscrits littéraires qui avaient été conservés en Méditerranée orientale, et on s'intéresse de moins en moins aux innovations et aux œuvres orientales. Une culture unique émerge en Europe qui prône une différence entre les Européens de l'Ouest et le reste du monde, une différence qui se mue en supériorité. C'est à ce moment que Constantinople tombe entre les mains des Turcs à l'est et que les Portugais commencent à explorer les côtes africaines où ils installent des forts, exploitent de riches mines d'or et capturent des esclaves qui servent de main-d'œuvre dans les plantations de canne à sucre de Madère. Aux Canaries, les couronnes espagnoles exterminent la population autochtone qui s'élevait à 80 000 âmes en 1400. Et en 1493, une première colonie espagnole s'établit à Saint-Domingue. L'esclavage et les maladies européennes y font des ravages. La population des Caraïbes passe de plusieurs centaines de milliers d'individus en 1492 à quelques centaines de personnes en 1546. En Ibérie, les royaumes de Castille et d'Aragon forcent leur population juive et musulmane à choisir entre la conversion, l'exil ou la mort, alors que le Portugal expulse ses musulmans et convertit ses juifs de force. Pour conclure, je vais simplement citer les derniers mots de l'ouvrage de Josephine Quinn qui a inspiré tout cet épisode et que je vous recommande grandement. J'ai soutenu tout au long de cet ouvrage que les échanges entre personnes issues de différents lieux et cultures relèvent d'une histoire beaucoup plus ancienne. En effet, sans eux, il n'y aurait pas grand-chose à raconter. Le dialogue, le commerce, le vol, le sexe, la guerre et l'esclavage furent pendant des millénaires les moteurs du changement, et ils contribuèrent tous à créer ce que nous appelons aujourd'hui l'Occident. Mais désormais, il se produisait quelque chose de différent. En chassant de leurs terres les Juifs, les musulmans et autres indésirables, les nations européennes créaient de nouvelles distinctions entre les cultures. Et à mesure que les distances parcourues par les navires augmentaient, au XVe siècle, celles qui séparaient les marins et les peuples qu'ils rencontraient au-delà des mers se creusaient. En ce sens, le monde interconnecté que j'ai esquissé prenait fin, au moment où les royaumes maritimes d'Europe occidentale forgeaient avec leurs colonies un nouveau monde qui n'incluait pas les populations qu'ils déplaçaient. L'isolement de l'Occident resta longtemps un processus en cours, et l'idée d'une civilisation occidentale distincte n'émergea que plusieurs siècles plus tard. La question à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés n'est pas de savoir si la civilisation occidentale est bonne ou mauvaise, mais si la pensée civilisationnelle aide à expliquer quoi que ce soit. Appréhender des sociétés comme des arbres solitaires ou des îles isolées est dépassé depuis 200 ans. C'est de plus historiquement faux comme nous venons de le prouver. Il est donc temps de trouver de nouvelles façons d'organiser notre monde commun. Cet épisode a été financé par NordVPN, qui vous permet avec un seul abonnement de profiter d'un antivirus, d'un gestionnaire de mots de passe, d'un cloud chiffré et bien sûr d'un VPN. En passant par le lien en description, vous pouvez profiter de 4 mois offerts sur votre abonnement de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois pour un abonnement classique. Merci aussi à ceux d'entre vous qui ont déjà rejoint Ulule et ont vu le premier épisode de ma série sur l'histoire de France. J'ai l'ambition de pouvoir financer de gros épisodes comme celui-ci par ce biais, à l'avenir. Et puisque vous êtes encore là, j'imagine que cet épisode vous a plu, alors je ne peux que vous inviter à vous abonner et à laisser un like. Et pourquoi pas un commentaire pour le faire savoir. Et si vous voulez en voir plus, j'ai produit il y a quelques temps un épisode du même style sur l'origine des mythes et la recherche du premier mythe de l'humanité. Et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode d'Histoire.